Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Les plus futés l'auront remarqué, ce n'est pas Pascal Cameron qui est là, c'est Charles Pellerin, connu aussi sous le nom de Chucky Pellerino. Malheureusement, Pascal était indisponible aujourd'hui, donc je le remplace. C'est pour des raisons personnelles. Pascal est dans un vol vers la Turquie. Présentement pour une greffe de cheveux. Je le cite, c'est pour ne pas te ressembler, Charles. C'est vraiment pour ça. Donc, bon épisode tout le monde. Salut Marco, écoute, le Canadien est à l'aube des séries éliminatoires. Alexander Ovechkin a officiellement dépassé Wayne Gretzky. Comment tu vas? Ça va bien, Charles? D'ailleurs, Pascal, curieusement, le moment où Ovechkin dépasse Wayne Gretzky, Pascal est nowhere to be found. Curieusement, il ne peut pas être là à l'épisode. On se souviendra qu'il avait prédit judicieusement que Ovechkin ne marquerait pas 20 buts cette année. sa prédiction est morte depuis le 25 novembre à peu près. Alors, Pascal n'est pas là. Mais c'est pas grave parce que même si Pascal n'est pas là, tel le Canadien avec Jakub Dobeš, on a un rising star qui vient prendre la relève et il va faire le travail de Pascal. Il n'y a pas de problème. Et j'en profite pour souligner et remercier notre commanditaire, La Carte Cachée, qui est située au 149 rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et cette semaine, Charles, on a de la grande visite, un très gros invité, Mr. Big George Laraque. Bienvenue, Georges. Merci de l'invitation. Alright, commençons avec les Canadiens de Montréal. Ouais. Tout va bien à Montréal. Ouais. Surtout Lane Hutson. Incroyable. Qui est exceptionnel, qui est clutch présentement. Est-ce qu'on peut dire que c'est un lock pour le Calder? Non, c'est sûr, c'est un lock. Ça fait un bon bout que c'est un lock. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Man, je l'ai vu la semaine passée. Le gars, on dirait que c'est un enfant qui pèse 130 livres mouillés. Tu le regardes, tu te dis comment qu'il fait pour pas se faire pincer. Ah, c'est incroyable. C'est fou. Il y a la rondelle tout le temps. On parle toujours du nombre de temps que la rondelle est sur sa palette. Mm-hmm. Puis normalement, tu veux t'en débarrasser rapidement. Tu es dans la Ligue nationale, tu es une recrue, c'est ta première année. La confiance qu'il y a avec la rondelle. Ah. Puis, tu sais, ce gars-là, il mange du hockey, il est toujours sur la glace. Ah. Les entraîneurs doivent lui dire de sortir de la glace. Puis, dernièrement, il pratiquait son lancer. Il restait sur la glace plus longtemps. Puis, tu as vu le dernier match? Ah ouais. Le but qu'il a fait? C'est incroyable. Il pratiquait ces genres de lancers-là. Puis, tu sais, quand on parle de la pratique, te rend meilleur. Ah oui, puis je me rappelle au début de la saison, il n'y a pas un gros shot, là, on va se le dire. Puis j'avais été voir une game du Canadien, c'était contre les Oilers. Puis il est arrivé, c'est dans le début de la saison, puis il est arrivé à 2-contre-1. Puis il a fait une feinte de slap shot. Le monde dans les estrades sont partis à rire, comme voir qu'il va faire un slap shot. Il n'y a personne qui a été berné par sa feinte de slap shot, tellement qu'il n'y a pas de tir. Puis justement, comme tu parles, son but incroyable, c'était clutch. Puis tu sais, ce qui est encore plus fou pour Lane Hutson, que les gens, il faut qu'ils réalisent, c'est le nombre de points qu'il y a en ce moment. Là, il vient d'égaler Chris Chelios. Ça a pris 30 games avec le Canadien à le mettre sur le premier avantage numérique. Ouais, c'est vrai. J'étais là, Madison Square Garden, j'étais là pour écouter la game, puis le gars, c'est là qu'on l'a mis. Fait que si depuis le début de la saison, il avait été là, combien de points de plus qu'on lui donne? Au moins 10, 12 de plus? Assurément. Fait que ça aurait été record de tous les temps pour une recrue dans les points. Tu sais, je trouve que ce qui est le fun, c'est que, tu sais, au début, c'était cute parce que c'est une recrue et tout ça, mais là, maintenant, tu sais, il se faisait pas frapper, il évitait mais là, maintenant, on va se le dire, il fait partie de la stratégie adverse, là. Avant les matchs, je veux dire, on cible Lane Hutson. Mais malgré ça, il continue à pas se faire frapper et à éviter les... Honnêtement, c'est remarquable. Moi, j'ai l'impression que les gars ont arrêté de le charger. Justement parce qu'il était trop difficile à pincer. Il y a tellement de gars qui se sont fait brûler. Fait que tout le monde est un peu prudent, tout le monde l'approche lentement. On dirait que tout le monde le sait qu'ils ne seront pas capables de le pincer directement. Puis la plupart du temps, moi je le trouve étonnant quand il reçoit une mise en échec, il est capable de rouler assez facilement contre les Flyers. Là, il s'est fait pogner une couple de fois, puis on dirait que ça lui donne même un avantage de se faire plaquer. Mais la fois contre Brady Tkachuk, là, c'était ridicule là, à quel point il avait roulé dessus. C'était impressionnant. Puis à combien on lui donne? À combien il va signer Lane Hutson, selon vous? OK. La chose avec lui, c'est que on sait tous que s'il veut, il peut avoir 8 x 10. Ça, c'est sûr. Il le mérite. Je pense que oui. Mais l'affaire, c'est que ce gars-là aime tellement le hockey, il n'a pas le tempérament d'un gars qui va demander à son agent. Parce que le Canadien, ce qu'ils veulent, c'est la hiérarchie.
Suzuki est le plus payé. C'est ce qu'ils veulent. Je ne vois pas Lane Hudson, parce qu'oubliez pas une chose, c'est les joueurs qui décident de leur contrat, pas les agents. Les agents travaillent pour nous. C'est juste, tu sais, l'agent entremetteur, c'est lui qui parle à l'équipe pour toi, mais tes demandes sont données du joueur à l'agent. Souvent, les gens vont dire cet agent-là est trop gourmand. C'est le joueur qui est trop gourmand. On l'a vu avec Jake Evans, d'ailleurs. Ouais. Il aurait pu avoir plus, puis il a dit finalement, je vais le prendre le contrat. Lane Hudson aime tellement le hockey, je ne le vois pas être un gars demandant qui va demander 10 millions par année. Moi, je te dis, son contrat, je serais surpris que ça soit plus que 8,5. Puis ça serait un pay cut. Puis le gars sait très bien, connaissant le marché de Montréal, joue pour 8,5 et moins là, par année, là, quand tout le monde sait que tu aurais pu avoir plus. Déjà qui est aimé à Montréal, là, tu peux lui donner les clés de la ville après. Parce que les gens vont tellement capoter de se dire « Wow, il a accepté moins » parce qu'on le sait. Là, s'il veut 10, l'équipe est obligée de lui donner. Tu n'as pas le choix parce que ce gars-là, c'est un gars d'un point par match. Un point par match pour un défenseur avec le cap qui monte, ça vaut bien plus que ça. Puis surtout, ajoute le Calder à ça. Il va y avoir tellement d'arguments. Moi, je pense que, advenant le cas où son agent négocierait serré, je pense que la stratégie de Kent Hughes, ça serait d'attendre, pas le signer tout de suite, attendre, espérer, ben pas espérer, mais souvent la gang de la deuxième année, il n'y a pas des chiffres aussi spectaculaires que la première année. Fait que tu attends un petit peu, puis là, son contrat pourrait... J'ai donné quelque chose là-dessus, OK? Le Canadien, Kent Hughes, sait très bien le genre de personne qu'est Lane Hudson. Ouais. Et en sachant ça, ils savent que le contrat, ça ne sera pas difficile. Ça veut dire que ça ne sera pas si élevé que les gens pensent. Ou pas, hein. Ce que je te dis là, le Canadien le sait. Ouais, c'est sûr. Puis ça, dans les contrats, ça joue énormément. Le tempérament du joueur. C'est pas un joueur qui veut faire sauter la bande. C'est pas un joueur flamboyant. Je pense que ce serait un piège d'attendre une autre année, moi, personnellement. J'ai l'impression que si on attend, au contraire, là, les chiffres qu'il va mettre sur le tableau vont être encore plus élevés. Non, mais ils l'ont pas fait avec les autres gars. Ils feront pas avec lui qui a prouvé. Mais advenant le cas où il vient de gagner Calder, puis son agent négocie serré, puis ça prend plus que 10 par année. Ça va pas arriver. J'ose espérer, mais ça serait... Peux-tu parier? Ben non, je serais content. En fait, n'importe quoi en bas de 10, ça serait une aubaine, là, à mon avis. Là, fait que, peut-être, moi je vais très bien accepter un 8x8. Je serais pas surpris. Ouais. Ça m'a l'air d'être ce genre de gars-là qui a un respect de l'organisation, qui va vouloir gagner. Il m'a l'air d'un gars que tu peux le convaincre de dire « OK, c'est Nick Suzuki. » Ben, ça serait fou. Là. Ça serait, en termes de structure organisationnelle, le Canadien serait en business. Là, avec, mais pas juste ça. S'il fait ça, les autres gars comme Demidov, qui a une chance de gagner le Calder l'an prochain, t'es obligé maintenant de respecter ce que Lane Hudson a fait. Fait qu'il a fait comme une structure que tous les joueurs respectent. C'est tout le contraire de Toronto. Toronto sont pas capables de gagner parce que chaque joueur veut plus que l'autre. Ils gagneront jamais à cause de ça. Exactement. Mais j'ai pas l'impression que Demidov va prendre la même coupure salariale. J'ai comme l'impression que l'aspect traverser l'océan va vouloir signer le gros deal. Mais moi, celui que je trouve impressionnant depuis quelques semaines, c'est Nick Suzuki. Autant les points qu'il met sur le tableau que sa prestance. Puis le moment où il décide d'élever son jeu dans les matchs, moi je trouve qu'on assiste vraiment à l'essor d'un vrai capitaine. Je sais pas ce que tu en penses, Georges, un peu de Nick Suzuki ces temps-ci. Tu sais, Nick, pendant longtemps, il y avait des débats à ce que les gens disaient c'est pas un vrai premier centre, au mieux ça devrait être le deuxième centre du Canadien de Montréal. Puis malgré ce qu'il a fait l'année passée, il a fait 76 points, c'était pas assez pour que les gens disent que c'est un vrai premier centre. Le gars, il joue dans une équipe qui n'a pas de deuxième centre. C'est ça qui est le plus impressionnant, à mon avis. Tu regardes ce qu'il fait, tu te dis, bon, quand tu joues contre le Canadien de Montréal, tu as un trio à contrer. Exactement. Le trio numéro 1, parce que les autres, oui, ils contribuent de temps en temps, mais c'est pas des vrais deuxième trios. Fait que tu as un gars qui pratiquement joue sur le premier puis deuxième trio. Tu as un gars en avantage numérique qui joue 2 minutes complets. Tu as un gars qui joue en désavantage numérique. Tu as un gars qui joue contre les mangeoires adverses. Puis ils viennent de dépasser un point par match. Je veux dire, qu'est-ce que tu peux dire de plus de ce gars-là? Ce gars-là va gagner le Selke à un moment donné. C'est un excellent attaquant défensif. Il reste pas juste sur l'offensive. Il a changé la game de Caulfield, qui avant était un joueur unidimensionnel qui faisait juste des buts. Là, maintenant, Caulfield, il en marque moins, mais il produit plus. Puis tu sais, c'est un gars plus complet parce que Suzuki donne l'exemple à Caulfield et à tout le monde dans l'équipe. Parce que tu sais, un capitaine, c'est lui qui donne l'exemple à tout le monde qui est dans l'équipe.
le monde, les joueurs, comment ils se replient défensivement, comment ils sont. Le gars, il n'y a rien de négatif à dire sur lui. Là. C'est un capitaine exemplaire. Il n'est pas flamboyant. Il pense l'équipe en premier. C'est jamais mis Massard Fenaille dans les entrevues. Qu'est-ce que tu peux dire de plus de ce gars-là? Tu sais, dans les matchs, je veux dire, dernièrement, il a levé son jeu d'un cran. Le gars, il est exceptionnel. Il continue à produire contre les grosses équipes. Ce gars-là, écoute, on est chanceux de l'avoir comme capitaine. Puis quel échange. Tu sais, les gens veulent parler souvent négatif de Marc Bergevin. C'est lui qui est allé chercher. Sans Suzuki, on n'est pas ce qu'on est là en ce moment. Ouais, on est chanceux que Vegas ne voulait pas donner Cody Glass, mais on va lui donner le crédit. Mais je pense qu'on peut dire que c'est un top 10 dans la ligue. Là. Il est rendu là, à mon avis. Tant mieux. Mais et en plus, il joue tous les games. Exactement. Le gars, il n'est pas blessé. Exactement. Mais moi, c'est vraiment à Montréal, on était écœurés. Il n'y a personne derrière lui pour le... Parce que quand tu as deux bons centres, tu peux pas, l'autre équipe va pas nécessairement mettre ses meilleurs éléments contre toi tout le temps. Là, c'est constamment ça, puis il produit quand même. Ouais, je trouve ça fascinant de voir comment Slafkovský, tranquillement, prend un peu de Suzuki dans son jeu. On dirait que tu le vois que depuis qu'il est avec Suzuki, il voit pas le jeu de la même manière. On dirait qu'il prend des petits trucs ou des moments de « OK, à ce moment-ci, je peux prendre une seconde de plus » ou je peux positionner mon corps comme ça. On dirait vraiment que c'est comme son grand frère qui regarde aller, puis il assimile un peu ces trucs. La seule affaire, c'est que ça a pris beaucoup de temps à assimiler cette année. Mais c'est ça. Non, mais première moitié de l'année, on était joueur comme... de deuxième moitié. Là, non, mais on était comme la première moitié, puis là, on entendait plein de rumeurs qu'il dormait pas, il restait éveillé trop tard, avec sa copine ou je sais pas trop quoi. Je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, là. Mais après les 4 nations, ça là, il a dormi plus, puis là, il était meilleur, là. Mais pour vrai, tu sais, en deuxième moitié, comme l'année passée, il a super bien fini. Puis même lui, il le reconnaît que il aurait été satisfait de sa saison s'il avait commencé la saison comme la deuxième moitié. T'imagines-tu où l'équipe serait en ce moment? S'il avait commencé comme il a fini, puis combien de points il y aurait en ce moment? Mais moi, je pense qu'on va voir la vraie valeur de Slafkovský en série. C'est là qu'on va comprendre pourquoi on n'a pas pris un Cooley ou un Wright à sa place. En série, sa grosse stature, c'est là que ça va faire la différence. Puis c'est là qu'il va pouvoir faire sa marque. Fait que pour l'instant, c'est un joueur de deuxième moitié de saison. S'il peut être constant sur une saison complète, ça serait parfait. Mais il y a juste une chose, par contre, quand tu parles de série, attends juste une chose. On va probablement les faire là, mais il faut que les gens, quand même, dosent leur attente. T'es une équipe à reconstruction. Tu vas jouer contre les Caps. Juste d'être dans la course, c'est juste, je comprends, à Montréal, c'est fou, puis avec raison. Mais les Caps, c'est la meilleure équipe dans la ligue. Ils sont gros, ils sont talentueux. Ouais, mais ceci dit, de toutes les équipes qu'on pourrait affronter, c'est les Caps que je veux affronter. Ah, moi, c'est la pire. S'il y a une équipe qui est prenable, tu sais, Logan Thompson est blessé, Protas vient de se blesser, c'est une équipe qui sort un peu de nulle part. S'il y a une équipe qui pourrait te choquer en série, c'est les Caps, à mon avis. Toronto, j'aimerais mieux jouer contre Toronto. Ça serait le fun. Non, mais les Caps, n'oublie pas, c'est la meilleure équipe dans la ligue. Ils sont gros. Puis notre équipe a tellement tiré du jus pour faire les séries qu'ils vont manquer de jus. Montembeault a gardé trop de matchs. Tu sais, Montembeault, le Dobèche, là, il fallait que tu mettes hier, tu n'avais pas le choix. Puis il a super bien fait. Mais Montembeault, c'est la première année que tu goals autant de matchs. Ils vont arriver en série, ils vont être brûlés. Puis c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Juste qu'on soit dans la course. Mais tu sais, c'est comme, il faut juste que les gens qui écoutent en ce moment, puis ils se disent on va gagner la coupe pour s'en va dans le corridor. Il faut juste relaxer, apprécier le miracle qui se produit cette année juste en faisant les séries. C'est juste excitant pour le futur, en fait, parce que il nous manque des grosses pièces du puzzle. Un Ryan Backer, un Demidov, éventuellement nos premiers choix de cette année, Michael Hage. Il y a plusieurs joueurs comme ça qui sont même pas là, puis on arrive à performer. Non, mais tu sais, quand Goulet et Dax se sont blessés, on a dit la saison est finie. Quand Goulet était parti, c'est terminé, à mon avis. Non, quand Dobèche est arrivé... On dirait qu'on est meilleur sans Dak, d'ailleurs. Mais tu sais, Dobèche, c'est début dans la Ligue nationale. Tu sais, c'est fou, sa route, qu'est-ce qu'il a fait? Blanchi la Floride, battu Colorado, toutes les grosses équipes. Ça a donné de l'espoir à l'équipe, mais tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées que... Pas de deuxième centre. Il y a plein de choses qui sont arrivées que tu te dis « wow ». Mais ça, pour les jeunes, c'est de l'expérience qui ne s'achète pas. Juste de faire une ronde de série, ça, c'est ça. D'être dans la course aux séries, tout ça, c'est de l'expérience qui vaut de l'or. On parlait de deuxième centre du Canadien. Moi, dernier épisode, je disais qu'à mon avis, ce que le Canadien devrait faire, c'est de signer Matt Duchene cet été. Tu overpayes Matt Duchene pendant 3 ans, donne-y 8 millions par année, 9 millions à Don't Care. C'est lui que ça prend pour pas waster des assets
pour aller chercher dans un échange. Ceci dit, mettons que, parce que Kent Hughes a dit qu'il serait plus tenté de faire un échange que de signer un gros agent libre. Mettons, on parle des 2 firsts du Canadien. Un Canadien a 2 choix de première ronde cet été. Toi, Charles, qui t'irais chercher dans un échange pour les 2 premiers picks, mettons? Ben, moi, ma cible première, personnellement, ce serait Barzal. Je ne sais pas à quel point il est disponible avec les Islanders, mais moi, c'est pour lui que je donne mes choix de première ronde. Et même plus. Ça coûterait plus, je pense, ouais. Ouais, exact. Qu'est-ce que tu serais prêt à donner de plus, mettons? Moi, je serais prêt à donner Mailloux sans problème. Je serais prêt à donner un autre espoir, Joshua Roy. Moi, je pense que ce serait une bonne monnaie d'échange. Je pense qu'il y a encore une valeur avec son championnat mondial junior il y a quelques années avec Bédard. Mais moi, ce serait vraiment lui. Je trouve qu'il apporterait un élément de vitesse au club que Suzuki n'a pas nécessairement. Il l'a au niveau cérébral, mais on aurait vraiment quelqu'un avec des jambes. On aurait 2 vitesses. Ça nous prend un centre assez créatif parce que probablement que l'unité principale avec Slav et Caulfield va rester intacte. Donc, c'est un centre qui va devoir jouer aux mêmes ondes que Demidov. Fait que je pense que ce serait le bon type de joueur. Avec Demidov, ça serait pas gênant. Ouais, je pense que ça pourrait faire des flemèches. Puis, on parle de série. George, pendant qu'on t'a, les Oilers, est-ce que tu es confiant cette année des Oilers? Non, parce que les McDavid et Draisaitl sont blessés. Ouais. Puis on dit qu'ils vont être corrects pour les séries. Oui, mais ils ne seront pas à 100%. Okay. Puis l'affaire avec les séries, personne n'est à 100% dans les séries, aucun joueur, mais quand tes 2 joueurs étoiles sont blessés dans le début des séries, plus ça va avancer, ça va pas aller en s'améliorer. Puis Dry se blesse à chaque série. Je pense qu'on va passer la première ronde dans LA, on joue toujours contre LA. Si on va passer de misère parce que les 2 gars sont blessés, mais on va la passer. Mais après, ça va être plus tard. J'ai aimé les additions, par contre, de Trent Frederick, Jake Wallman. Il y a Evander Kane qui va revenir aussi. Oui, les 2 vont revenir en série. Ça va leur donner de la profondeur. Oui, ça va dit, le jeu physique. Mais les gens oublient que l'an passé, les Oilers, de toutes les équipes dans l'Ouest, ont eu la run la plus facile. Ils ont pogné LA qui gagne chaque année. Après ça, c'était Vancouver avec Silovs, la couleur des Lions. Non, mais c'est fou, Dallas. Dallas, Colorado, en première ronde, une équipe va être éliminée. C'est ça. Mais l'autre bord, Colorado, Dallas, Winnipeg, Vegas, ça s'entretuait tout pendant que les Oilers avaient leur petite run. Exact. Fait que, je trouve que ça, c'était un petit peu... ça faussait les domaines. Non, mais c'est les divisions, comment c'est fait. Exact. Fait que, je pense que cette année, ça va être plus rough. Là. Ouais. Est-ce que tu crois à la culture des Oilers? Ben, l'affaire, c'est, tu sais, oui, mais c'est juste que il faut juste... Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que ça dépend de tellement de choses. Leon, il a signé un gros contrat, puis il n'y a pas, tu sais, d'effort comme Otani a fait, puis si je me souviens, c'est que le joueur national qui a étalé son contrat pour aider l'équipe sur le plafond. Il y a un gars qui a fait ça. Est-ce que c'est Jarvis? Oui, Jarvis a fait ça, exactement. Puis là, à cause que Leon a signé ça, tu te dis, bon, McDavid va signer quoi, 20 millions? Tu sais, l'affaire là-dedans, c'est que... Je pense pas. Oui, mais l'affaire, c'est que le problème, c'est ça, c'est que si tes 2 gros joueurs font trop d'argent, il n'y a plus de place pour améliorer l'équipe. Ouais. Puis les Oilers, on sait tous, le problème, c'est la défensive et des nets. Fait que, oui, t'es 2 meilleurs joueurs au monde en avant, mais tu as besoin de beaucoup de profondeur. Fait que j'ai hâte de voir comment McDavid va signer, parce que tout dépendant des contrats de ces 2 gars-là, c'est ça qui va faire en sorte si l'équipe peut améliorer leur équipe ou pas, parce qu'il n'y a pas de place pour rien améliorer. Fait que, tu sais, j'espère qu'ils vont être en santé, mais, tu sais, je veux dire, ça serait un des plus gros gaspillages de l'histoire de la LNH, qui était 2 joueurs générationnels comme ça dans la même équipe, puis tu ne gagnes pas une coupe au moins une fois. Ben moi, McDavid, je me pose la question. Est-ce que je veux continuer avec les Oilers? Parce que depuis des années, le management échappe des balles. On s'entend Holloway puis Broberg l'été passé, c'est un fiasco. On parle de profondeur pas cher. Broberg, c'est correct qu'ils sont partis, parce qu'à 4 millions, c'est beaucoup. Mais l'autre, Holloway, c'était pas beaucoup, là. Non. J'ai jamais compris pourquoi on n'a pas matché ça. T'as Hartwitson, puis c'est... Man, Holloway, Skinner, ben meilleur Skinner, ça, j'ai jamais compris. Ça, c'est une crampe, ça. Personne n'a compris ça, là. En parallèle, les Oilers vont aussi toujours chercher un peu les mal-aimés, là, justement, d'aller récupérer Evander Kane. À ce moment-là, il y avait aussi le PTO à Jake Virtanen. On dirait qu'il y a comme quelque chose au niveau de l'entreprise où tu te dis... Ils vont-tu toujours aller chercher ces gars-là, tu sais, qui se font cancel, là, tu sais, comme c'est-tu les premiers qui ont appelé Carter Hart, là, tu comprends, genre, il y a quoi? C'est pas surprenant. Non, mais il y a ça aussi, là, de genre, tu sais, tu sens un peu leurs idées, puis je sais pas, moi, ils me mettent pas en confiance. Je me poserais la question, est-ce que je veux passer mes 10 prochaines années
à Edmonton. Mais moi, je pense pas que McDavid va signer à 20 millions. La dernière fois qu'il a signé son gros contrat, les Oilers offraient plus. Puis McDavid a laissé de l'argent sur la table en disant « Je suis pas à l'aise. » Il a signé 100 millions. C'était 100 millions 8 ans. Puis je pense que les Oilers offraient 110 ou 115. Puis il a dit « Je suis pas à l'aise de signer plus que ça. Je vais prendre 100, ça va être correct. » Fait que je le vois pas faire sauter la banque à 20 millions le max. Je pense qu'il va prendre quelque chose de raisonnable, un petit peu plus que Dry. Il va avoir de la pression de l'association des joueurs parce qu'il ne peut pas prendre trop bas. Fait que, tu sais, je pense qu'il va aller chercher un petit peu plus que Dry. Mais il peut prendre bas s'il veut. L'association des joueurs ne va jamais donner de la pression à un gars qui veut, admettons, il veut prendre le même contrat de Draisaitl. Mais c'est lui qui set la barre. Oui, je sais, mais sauf que l'association des joueurs n'a jamais appelé un joueur, un agent, dire il faut que tu prennes plus. C'est le joueur qui décide. Puis pour vrai, le message qu'on verrait s'il signait le même contrat de Draisaitl, ça serait incroyable. Mais je pense pas que ça va être. Non, ça va être un petit peu plus à mon avis. Est-ce que les Oilers iraient chercher un gars comme Marner cet été? Je sais que McDavid et Marner sont relativement proches. Oui, il y avait des rumeurs. Pour vrai, comment ils vont faire? Il voulait Rantanen. Il y avait des rumeurs solides qui disaient que si Rantanen se rendait au UFA, les Oilers allaient faire une offre. Mais ou pas qu'il y a une différence entre si tu prends Rantanen au deadline, ben tu sais là, comme s'il avait été cherché maintenant, là, pendant l'été, tu as le temps beaucoup d'amasser d'alléger ta masse. Parce que là, tu le prends là, le contrat, il y a le montant qui restait de sa fin de la saison, tu peux le faire fitter. Mais là, si tu veux Marner, admettons, qui va 13 millions par année, man, t'imagines-tu, tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont. Pour vrai, je sais pas. Il faut que tu départisses de plein de gars. En fait, Skinner va être parti. Il y a une couple de salaires qui s'en vont, mais oui, il va falloir. Pour moi, la solution organisationnelle, peut-être, le choix difficile à faire, ce serait d'échanger Bouchard. Selon moi, c'est le gars qui a une valeur, qui coûte cher, mais qui te nuit défensivement régulièrement. Moi, j'en parle à chaque épisode quasiment. Le contrat n'est pas encore signé. C'est déjà le pay contrat de la Ligue, à mon avis. Il va demander 10+. Non, mais pour vrai, ce gars-là, il est horrible. À toutes les games, il y a des crampes au cerveau. Il y a des highlights que le monde passe à côté de lui, il se fait shifter. Il est bon offensivement, mais je suis d'accord avec toi. Il essaye même pas défensivement. Le prochain contrat, ils peuvent pas le re-signer. Échange-le. Fais quelque chose, ça n'a pas de bon sens. Puis je le dis, tu sais, mettons, il fait des points parce qu'il est sur le pépé des Oilers. Il a un bon shot, puis tout ça. Il y a des bons atouts offensifs. Offensivement, il a un bon flair. Mais remplace-le par Mike Matheson, par exemple. Là. Il ferait des points lui aussi. Là. Je veux dire, quelqu'un qui est moyennement bon offensivement, qui a un heartbeat le moindrement, tu le mets sur le pépé des Oilers et il va faire des points. Là. Fait que, moi, je pense que ses stats sont gonflés. Il va demander plus que Nurse. Son contrat va être horrible. Il ne jouera pas pour Équipe Canada. Moi, ça me faisait rire. Les gens qui étaient comme je peux pas croire qu'ils l'ont pas mis dans le club. Je pense qu'il n'est même pas dans mes 20 candidats. Je pense même pas qu'il a été considéré, à mon avis. Là. Son nom flottait around, là, mais en tout cas, je pense pas. Et puis, on parle des Oilers. Je m'en voudrais de pas, pendant qu'on était à l'émission, j'aimerais ça que tu nous parles d'une histoire dans le temps que tu étais avec les Oilers. Tu en as déjà parlé publiquement, mais peu de gens connaissent cette histoire-là. L'histoire avec Brent Myers. À l'époque, Jim Matheson, le journaliste, qui t'avait un peu forcé la main à te battre avec lui, puis t'avais mis fin à sa carrière. Puis il t'avait comme menti c'est une folle histoire. Son père, à Brent Myers, était dans les estrades ce soir-là. Je te laisse raconter ce qui s'est passé. Ça, c'est une histoire de fou. Brent Myers, en plus, je le connaissais. Là, il restait à Edmonton pendant l'été, puis on s'entraînait ensemble. Puis il était en cure de désintoxication. Puis quand il est sorti de la cure, il y a eu un tryout avec les Flames de Calgary. Et là, il y avait un match en concours, les Oilers contre les Flames. Puis là, c'était le retour de Brent Myers après un long programme avec le programme de cure, le programme de réinsertion. Puis là, son père était là, le premier match qu'il allait jouer après. Puis là, il avait sa chance à Calgary. Puis on avait un match en concours contre eux. Puis moi, dans les matchs en concours, je veux rien savoir de me battre. Surtout que mon statut y est fait. Je veux pas me blesser. Je veux pas... Ça compte pas pour moi des matchs en concours. Mais je sais que ça peut arriver, mais j'ai jamais aimé ça. Parce que quand tu te bats quand ça compte pas, c'est toujours là où on dirait que tu peux te blesser. Puis là, le matin de ce match-là, les médias étaient venus dans la chambre. Puis justement, tu parles de Madison. Puis Jim Madison, il me demande, il dit « Ouais, on a parlé à Brent Myers parce que les scrums, comment ça marche, c'est que il parle à l'équipe à la maison, puis après ça, il nous parle
après la pratique du matin. Puis ils ont parlé à Brand, puis il a dit, qu'il va falloir qu'il se pogne avec toi, tu sais. Il est revenu, son programme pour montrer aux Flames ce qui est tough. Puis quand il m'a dit ça, j'ai agi comme si de rien n'était. J'étais comme, s'il veut se pogner, il n'y a pas de problème. Puis tu sais, tu parles aux médias, puis tu parles de façon politique. Mais dans ma tête, j'étais en tabarnane, puis j'étais là. Je reviens pas qu'il ait dit ça, c'est un manque de respect, puis j'étais vraiment fâché. J'étais tellement fâché qu'après la pratique, j'étais à l'hôtel, j'ai été chercher mon stock, j'ai pas mangé, je suis revenu à l'aréna, puis je suis resté là tout le long. Ah ouais. J'étais assis, puis je voulais te tuer. Non, j'étais en tabarnane parce que. Puis je sais que c'est des choses que les gens vont pas comprendre parce qu'il y a un code dans la NNH, puis il y a beaucoup de choses. Puis quand t'as pas fait ça, ça prend des heures vous expliquer ça, mais j'étais dans la chambre, puis j'étais en crime. Puis je restais là, puis je méditais, je regardais le mur, puis j'étais en câline. Là, mes coéquipiers arrivent tranquillement, tu sais, ils prennent leur nap, ils mangent, puis ils arrivent, puis ils me voient à l'aréna. Puis tout le monde le sait pourquoi j'étais en crime. Puis ils disent, oh boy, il va te tuer. Parce que je me suis battu plus de 200 fois dans la Ligue nationale, mais je me suis jamais battu fâché. Puis si je me battais fâché, je pourrais tuer quelqu'un parce que c'est dangereux. Ouais, souvent, tu te battais avec le gros sourire. Ouais, tu sais, je sais pas fâché, mais là, je l'étais. De bonne humeur. Fait que là, le monde me regardait et était comme, oh man, pauvre Brent. Fait que, premier chiffre, j'embarque sur la glace, Brent arrive, je gueule, Brent, let's go. Tu sais, je crie après, il s'en vient, puis je donne 2 coups de poing, dont un qui casse sa face, son à l'hôpital. Ouais, c'est ça, ouais. Ça a cassé sa face, puis il est allé à l'hôpital en urgence, puis pour qu'il puisse sauver son œil. Puis je le connaissais, fait que je l'ai appelé. J'ai dit, tu sais, Brent, je suis vraiment désolé, mais Colin, pourquoi t'as dit ça au média le matin? Pourquoi t'as dit que tu voulais te battre avec moi? Puis ça, pourquoi tu t'envoies de munitions même, puis tu mets sous stress tout le matin en disant ça? Il dit, j'ai jamais dit ça. J'ai jamais. Pourquoi moi, je suis juste content de revenir, puis j'ai jamais dit ça. Là. Mon père est là, tout. Je voulais pas me battre avec toi. Là, Jim Madison, je le vois dans l'autobus, parce qu'après la game, c'est fini, puis je dis, Jim, je viens de parler à Brent, puis il a dit que j'ai jamais dit ça, puis il est parti à rire. Il a dit, steer the pot a bit, puis il riait, puis tout ça, tu sais. Il a créé une histoire. Il a créé une histoire qui m'a mis en crime pour rien, alors que c'était même pas vrai. Ah, c'est fou. Ouais. C'est comme. Tu joues avec la vie des gens, là, dans le sens, c'est pas. Ça a été le dernier match de sa carrière. Oui, il n'a plus jamais joué après. Puis, tu sais, pour un bagarreur, tu te fais challenger comme ça, c'est sûr qu'elle allait dire oui, il n'y a pas le choix. Lui, il faut qu'il se prouve. Mais non, t'es à Calgary en plus. Puis, tu sais, je veux dire, dans un combat, je veux dire, même si j'étais fâché, il aurait pu me knocker, tu sais pas ce qui va arriver. Tu ne le sais pas. J'ai jamais été knocké dans un combat, mais quand t'es fâché, ben surtout moi, ça me donne un avantage de plus parce que je me bats jamais fâché. Fait que si je suis fâché, c'est dangereux. Ouais. Imagine lui qui sait pas ce qui se passe. en train de le démolir. Non, mais les chances que ça l'arrive, étaient élevées. Même s'il n'aurait rien dit, je me serais attendu qu'il me le demande parce qu'il veut faire les Flames. Ça, c'est correct. Ouais. Mais si tu dis aux médias que je m'en vais après lui, là, c'est pas la même chose. Parce que c'est un manque de respect. Parce que si tu fais ça, tu sais que les médias vont me le dire. Puis là, ça va me mettre sous stress encore plus. J'étais déjà stressé un peu en sachant qu'il y a des chances. Là, c'est toi qui as l'air de ne pas vouloir te battre. Non, c'est pas ça. C'est pas une affaire de ne pas vouloir. L'affaire la plus dure de se battre, c'est l'anxiété. C'est de savoir que ça va peut-être arriver. Mais quand quelqu'un dit à des médias que ça va arriver, l'anxiété augmente parce que ça monte un niveau de confiance de l'autre personne en disant ça. Fait que ça t'inquiète encore plus. Fait que l'anxiété monte encore plus. Les niveaux de nervosité augmentent encore plus. C'est comme une game mentale. Puis c'est pour ça que quand il a fait ça, je pensais qu'il jouait une game mentale. Puis ça marche parce que même si j'étais en crime, j'étais inquiet parce que j'étais comme, man, il est vraiment confiant. Puis tu sais, je réfléchissais, puis tu visualises ça, puis tu visualises ce qui va arriver, puis comment, puis tu réfléchis. Puis c'est pour ça que je ne pouvais pas manger, je ne peux plus dormir, je ne peux rien faire. Parce qu'à partir du moment que je pensais qu'il avait dit ça, toute ma tête est concentrée sur lui. Puis c'est un match hors concours qui ne compte pas. Fait que, tu sais, puis je sens de la pression, puis je suis nerveux, puis je suis pas bien, puis j'ai mal au ventre, puis j'ai juste hâte que ça l'arrive, puis je veux que ça finisse. Puis c'est ça le feeling que ça donne quand quelqu'un fait ça. Ouais. À quel point, quand tu jouais, puis qu'on te proposait, disons, de dropper les gants, à quel point tu arrivais à réfléchir au contexte de la partie, parce qu'on s'entend, quelqu'un qui te propose de se battre, ça vient chercher quelque chose, il y a une adrénaline. À quel point tu étais capable de mettre en perspective un peu ton choix de te battre? Moi, j'ai jamais dit non quand quelqu'un me le demandait. Jamais. Okay. Parce que quand j'étais une recrue, puis je voulais faire mon nom, les gros vétérans me disaient jamais non.
Puis l'affaire là-dedans, c'est que avant chaque match, je sais qui est là, qui va jouer, puis je suis conscient qu'il y a une possibilité. Fait que quand ça arrive que comme le monde, le recrue me le demande, va faire son nom, je m'attendais déjà que ça puisse arriver, puis j'ai aucun problème. Souvent dans les warm-up, ils sont super polis. Hey, Georges, j'essaie de faire un nom, on peut-tu se battre? Ils sont super polis. S'il là. vous plaît. Quasiment. Peux-tu me knocker, s'il te plaît? Une des affaires qu'ils disaient plus souvent, écoute, je sais que tu vas probablement me donner une volée, mais on peut-tu, s'il te plaît? Fait que, tu sais, quand quelqu'un dit ça, comment tu veux que je sois fâché? Mais tu disais jamais non. Même, mettons, dans un contexte où, mettons, exemple, ton équipe mène 3-0. Jamais. L'autre équipe, l'autre bord, il n'y a rien qui lève. Non. Puis là, tu sais que tu vas potentiellement faire changer le momentum. Non. Tu disais oui quand même? Parce que je vais pas perdre. C'est ça. C'est ça, j'allais dire. Fait que, Parce que tu savais que tu allais gagner. Dans ma tête, j'avais toujours gagné. Okay. Qu'on gagne 10-0, quoi. J'ai jamais arrivé à dire check le score, j'ai jamais fait ça. Okay. Non, j'ai toujours. Ou pas que dans mon temps, c'est différent d'aujourd'hui. Dans mon temps, tu sais, je veux dire, personne ne disait non. Là. C'était rare que tu disais non. Aujourd'hui, c'est différent, il y a des contextes, puis tout ça, mais oublie ça. Là. Dans mon temps, là, tu voulais être le gladiateur, tu voulais être le plus fort, tu voulais montrer à personne que tu avais peur, puis tu voulais que le gars le regrette de te le demander. Écoute, à un point, que souvent, ce qui arrivait, c'est que le gars, il arrivait, c'est pour ça qu'on fait ça, puis il disait, hey, Georges, t'as-tu des triplets? Là, je disais non. Puis là, il arrivait au banc, j'ai demandé, il a dit non. Parce que, tu sais, je checkais ma tête, je disais non. Puis je sais pourquoi il faisait ça. Puis là, il arrivait au banc. Fait que des fois, ce qui arrivait, c'est que des fois, des gars, des fois, de l'équipe, ils le croyaient pas, puis ils me demandaient sur la glace, c'est vrai que t'as demandé? J'ai dit non, il m'a demandé, j'avais des triplets. Ça te montre-tu comment ton homme fort, il a la chienne? Wow. Mais tu disais que chaque combat, tu sais jamais, tu peux te faire knocker à tout moment. Oui, exact. On s'entend, c'est tous des hommes forts quand même. J'ai vu récemment passer une entrevue de Brian McGrattan qui disait, vers la fin de sa carrière dans la Ligue américaine, il s'est fait knocker. Puis il disait, je méritais ce knockout-là, à 100%, parce qu'il dit, je suis arrivé dans la Ligue américaine, j'ai pas respecté l'autre gars. Je me suis dit, c'est un AHL bum. Je ne l'ai pas respecté, je n'ai pas fait attention. Il m'a knocké cold, il a perdu connaissance à la glace. Puis il dit, je méritais chaque bit de ce knockout-là. Puis c'est ça, tu sais, il faut... À tout moment, tu peux te faire knocker dans un combat. Ils sont tellement gros et forts là, que n'importe qui... ça peut être un lucky punch comme ça peut être... Ouais. Mais je vais te dire, là, en plus de 200 combats, je me sens tellement privilégié que ça me soit jamais arrivé. J'ai jamais eu de commotion dans un combat. J'ai jamais été knocké. J'ai jamais été blessé. J'ai pas de séquelles aujourd'hui. Je me souviens, avec Mathias Brunet, j'avais fait le test. Fait tester ton cerveau? Le test, oui, parce que l'affaire, ce qui est arrivé, c'est que ça, c'était dans le temps où les hommes forts, il y en avait beaucoup qui avaient décédé par rapport à la maladie dégénérative au cerveau. Puis Mathias m'a demandé, Georges, est-ce que tu aimerais faire le test? Puis là, j'ai dit, pas de problème. Il dit, là, il était surpris. J'ai dit, pourquoi tu es surpris? Il dit, parce que tous les enfants qui demandaient ne voulaient pas. Parce que la condition, c'est que si tu fais tous les tests neuropsychologiques et tout, là, pour la tête et tout le cerveau, il dit, le deal qu'on a, la presse, on paye pour tout, mais les résultats, on les met publics, que ça soit positif ou pas. Moi, j'ai dit, pas de problème. Les autres avaient peur, parce qu'ils voulaient pas comme tu sois exposé que tu as une maladie dégénérative, puis après ça, tu veux travailler dans les médias ou quelque chose, tu ne pourras pas. Moi, j'ai dit oui, je suis le seul qui a dit oui. Moi, j'ai dit, j'ai jamais rien eu, puis tout, mais il dit, tout le monde dit toujours qu'il n'a jamais rien eu. Fait que là, les tests, et c'est 8 heures de temps, là. De tests IQ, plein de choses, puis je vais te dire, quand il est arrivé à la fin de donner les résultats, puis il y avait les caméras et tout, là, à un moment donné, j'étais nerveux, j'ai dit tabarnak. C'est vrai que j'ai donné mon consentement, puis admettons que c'est négatif, admettons. Puis quand ils ont donné le test, IQ au-dessus de la normale, puis le médecin il a dit que mon cerveau était aussi en santé qu'un adolescent. Il dit, en regardant le cerveau, aucun saignement, rien. Fou, hein? Tu peux même pas détecter que ton cerveau, tu étais quelqu'un qui se battait. Wow. Tellement je ne mangeais pas de coups à la tête. Exact. Il en revenait pas, c'était un miracle. Pour un combattant qui s'est battu au-delà de 200 fois dans la Ligue nationale, j'avais rien. Aucune séquelle, rien. Tu sais, je m'en doutais déjà, mais en faisant ça, t'as encore plus le cœur net. Ah, c'est clair, Tu sais, j'ai jamais de trouble de mémoire, j'ai rien, j'ai pas de shake. Il y a plein de mes confrères qui souffrent de beaucoup de choses. J'ai rien. Tu sais, je fais des pièces de théâtre, je retiens des 10, 15, 20 pages, plein de choses par cœur, j'ai pas de problème à rien du tout. Ah, c'est fou. Fait que ça, je te dis que c'est vraiment, tu sais, d'avoir joué 13 ans en Ligue nationale, c'est une chose. Mais avec la job que j'ai fait de ne pas avoir souffert d'aucune séquelle, c'est un aussi gros miracle que le Canadien qui va faire les séries cette année.
Alright, j'aimerais ça qu'on parle des Red Wings de Détroit. En ce moment, la reconstruction des Canadiens va très bien. Du côté de Détroit, c'est plus difficile. Pour moi, c'est une reconstruction qui va un petit peu nulle part. Ouais. Est-ce que le poste de Steve Yzerman est en danger? Je sais pas s'il est en danger parce qu'il y a tellement un aura. Tu sais, il y a comme un. Tu sais, avec ce qu'il a fait à Tampa, c'est Julien Brisebois qui a comme pris le relais. On dirait qu'il y a comme une grosse réputation, mais j'aime vraiment pas la tangente qu'il a pris avec les Red Wings, tu sais, d'ajouter. Moi, je trouve qu'il a essayé de prendre des shortcuts. Là. Il a essayé d'accélérer trop vite la reconstruction. Puis ça donne qu'il est comme dans le mushy middle. Tu fais tes border séries pendant forever, puis à un moment donné, ben, il va falloir que tu reconstruises. Non, mais ils vont jamais mettre Steve Yzerman dehors. C'est Je pense Monsieur Détroit. pas, Ça va jamais arriver. Il y a comme une trop grosse réputation, mais il fait pas... Non, mais l'affaire, c'est que ce qu'il essaie de faire, tu sais, il a une belle réputation à Tampa, ce qu'il a fait à Tampa. Là. On s'entend que Julien Brisebois a hérité de l'équipe de Steve Yzerman. Il a essayé de colmater des joueurs extraordinaires pour gagner, tu sais, de Brinkat puis son ami Patrick Kane qui est venu et tout. Ouais. Mais ce qu'il aurait fallu qu'il fasse, un peu comme le Canadien, c'est qu'une vraie reconstruction. Ben oui. Puis possiblement, c'est ça qu'ils vont devoir faire. Exact. Ils vont devoir faire ça. Ils ont des bons morceaux qui sont là, que si tu monnaies, tu peux faire une vraie reconstruction, mais tu sais, il y a plein de choix de première ronde qui n'ont pas marché, ça n'a pas fonctionné, puis essayer de greffer des joueurs à ça, puis ça marche pas. Fait que, ouais, éventuellement, c'est ça qu'il va falloir faire. Ils sont toujours dans la bulle, mais pas assez bons pour rentrer. C'est ça. Puis je pense que là, à un moment donné, tu sais, l'affaire, le danger là-dedans, c'est que si à chaque année, comme Pittsburgh, c'est un meilleur exemple. Pittsburgh devrait être en reconstruction, ça fait longtemps. S'ils attendent trop longtemps, les vétérans qui ont là, ils ne vaudront plus rien, puis tu ne pourras plus les monnayer. Détroit, ils ont des bons vétérans qui prennent monnaie pour faire une vraie reconstruction, alors que Pittsburgh, que tu comprends que Crosby veut rester là toute sa carrière, mais c'est comme un gaspillage de voir un gars comme ça. Au moins, il y a une raison à Pittsburgh parce que tu te dis, tu ne veux pas reconstruire pendant que tu as Crosby dans le line-up. Washington, je suis d'accord. Washington eux, a fait c'est le meilleur exemple dans la LNH. Ouais. Les vétérans étaient aussi âgés que Pittsburgh. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une reconstruction tout en continuant de gagner. Ouais. Ils ont liquidé des vétérans. Puis ils ont cherché des jeunes. C'est fou ce que Washington a fait. Là. Ouais. Ils continuent à faire les séries. Puis là, ils ont une équipe jeune qui va être bonne pour encore... Les 10 prochaines années, c'est une équipe de série. Là. Mais Pittsburgh n'ont jamais été capables de faire ça. Non. Puis la plus grosse erreur, c'est Erik Karlsson. Puis c'est pas la faute du GM. C'est Crosby, Le Temps et Malkin sont allés voir le GM. Ils ont dit, va chez Karlsson, on pense qu'avec lui, on va faire les séries pour être une équipe dangereuse. Ouais, c'est eux autres qui sont allés voir le GM. Crosby, ça va te voir, là. T'es le GM. Tu viens d'arriver à Pittsburgh. La boîte n'est pas défaite, là. C'est pour ça qu'il ne peut pas prendre trop de heat, le GM. Parce que... Mais dans les circonstances, ils ne l'ont pas payé si cher que ça, Carson. C'est juste que c'est la même chose qu'à San Jose avec Brent Burns. Ça ne marchait pas. Les deux, avec le temps, ça ne marche pas. Les deux sont sur le même bord. Ça ne marchait pas. Là. Fait que, tu sais, Carson, pour qu'il s'épanouisse, il faut qu'il soit tout seul à runner le powerplay. Puis là, j'imagine qu'à l'époque, quand il est arrivé, le temps ne devait pas être de bonne humeur, être deuxième PP, là, soudainement. Là. Mais non, il voulait qu'il vienne. Tu sais, il voulait avec Crosby tout pour que... Il disait que ça allait les aider, mais tu sais, on s'entend... San Jose, Mike Gray, personne ne pensait qu'elle allait être capable de se départir de Karlsson, puis il a réussi. Tu sais, Karlsson qui gagne le Norris. Tu sais, le gars, il était moins 75 000. Ah, c'est puis parce qu'il a fait 100 points à donner le Norris. Ça te montre à quel point ça va... Il était obligé de donner parce qu'il a fait 100 points, mais c'est pas un défenseur, ce gars-là, c'est un attaquant. Il faisait 3 points dans une défaite de 7-5. Là, ça vaut ce que ça vaut, là, mais voilà, c'est ça. Ouais, c'est Extall pendant plusieurs années à Pittsburgh. Ça a été très, les très contrats qu'il a donnés à Malkin, puis ça, c'est là qu'il fallait bouger ces joueurs-là. Puis le temps, son contrat il était long là, à cette époque-là. Ouais. Malkin, le temps, si tu voulais faire une reconstruction, c'était là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on s'assoirait peut-être avec un Jim Rutherford qui est parti, tu sais. Puis on aurait un portrait plus clair parce qu'à ce moment-là, je suis convaincu qu'il y a eu des échanges de discuter, mais que les propriétaires... Jim Rutherford est parti à cause de ça. Il y avait un échange de le temps. Mario Lemieux a refusé qu'il fasse l'échange. Ce qu'il faudrait qu'il arrive cet été, c'est que Crosby dit « Je suis tanné de jouer à Pittsburgh, je vais avec le Canadien. » Ça, c'est mon rêve. Ce serait fou, mais moi, je peux pas... Ce serait un bon deuxième centre. On vient de le trouver. Hey, tu fais ça, il y a une parade. Il y a une parade sur Décarré, sur la 40. Toutes les autoroutes sont toujours bloquées. Tout est bloqué. Incroyable. Mais j'aimerais ça qu'ils nous disent, tu sais, maintenant, à la fin de sa carrière, quand il va avoir décidé de rester à Pittsburgh, je pense pas qu'il va faire le move, personnellement. Il a l'air trop moi aussi, je pense dédié. Mais j'aimerais ça qu'il nous fasse son classement
des équipes où il aurait joué, là, pour voir si on avait Mais une chance. Montréal, il a déjà dit... Montréal, Colorado. Il a déjà dit à des joueurs, puis publiquement que... Ben, pas publiquement, mais à des joueurs, il a déjà dit qu'il aimerait terminer sa carrière à Montréal. Il a déjà dit pour son père que c'est l'équipe de son père. Ouais. Puis l'affaire avec Crosby, c'est que avec les coupes qu'il a gagnées, il n'y a plus rien à prouver de ce côté-là. Mm-hmm. Pour son nom, là, s'il vient jouer avec le Canadien, là, son nom est dans la stratosphère forever. Parce que même s'il y a 3 coupes, puis on le connaît, là, Monsieur Canada, s'il a gagné 3 coupes avec Pittsburgh. S'il joue avec le Canadien de Montréal, t'imagines-tu son nom? Des rafters, puis tout partout, oublie ça. Là. Juste qu'il vienne là, ce qu'il peut faire avec le Canadien, puis ce qu'il pourrait faire avec cette équipe-là en série, là, ça serait magique. Ah, écoute, on serait un contender. Il deviendrait tout de suite le joueur le plus populaire. Ça serait incroyable. T'as comme pas le choix de retirer son chandail. Exactement. J'étais allé voir pour le fun parce que justement, Ovechkin a brisé le record en fin de semaine. J'étais allé voir où Crosby se situait au niveau des pointeurs. Puis Crosby est loin devant Ovechkin. Ouais. Il a 150 games de moins de jouer. Ouais. Puis je faisais juste me dire, imagine ce gars-là sans ses commotions cérébrales. Ah ouais. En ce moment, il serait probablement en train de pourchasser Yaguerre. Ouais. On en Ça serait là. Exactement, Aussi, ouais. Oui, absolument. Puis tu sais, au-delà de ça, au-delà du joueur qui est, juste pour la culture de l'équipe, là, tu rentres un Crosby là, avec les jeunes, là, c'est ça reste forever. Là. Oh, ça serait... C'est un peu comme chez Weber quand il est arrivé. Ouais. La culture qu'il a amenée, je pense que Suzuki il a légué à Suzuki, le nouveau capitaine, il a légué cette culture-là, puis ça reste... j'entendais... je me rappelle pas qui... Je pense que c'est Marc Bergevin qui disait que après les matchs chez Weber, il laissait pas les trainers prendre sa poche. Lui-même prenait sa poche, allait la porter au trainer. Puis tu sais, il veut pas quand chez Weber fait ça, le reste de l'équipe. Ouais. Puis tu sais, c'est ça, Marc Bergevin, il disait probablement que ça continue chez les Canadiens. Fait que tu sais, c'est... Ou peut-être pas, là, peut-être que dès que Shea est parti, il était comme, là, c'est pas notre job, là, pas vrai. Comme on s'entraîne, là, on est rigoureux, je mange pas de sucre, mais là, à un moment donné, c'est ma poche, mais tu sais. Est-ce qu'on passe à la section pool et prospect? Ben oui. T'es un expert prospect en plus, ça donne bien. Ouais, ben écoute, pour les keeper pool, on se pose la question. Michael Misa, Matthew Schaefer, James Higgins, ce serait quoi selon vous le choix pour dans un contexte de pool? Moi, personnellement, c'est Schaefer all the way. Je pense que c'est lui qui a une tête en haut de tout le monde présentement. Higgins a l'air à perdre du terrain. Tu pourras nous en parler un peu plus. Mais Misa, je trouve que Misa est intriguant, mais Schaefer... loin devant, à mon avis. Là. Je pense que ça va être lui le first overall, à moins que tu me dirais qu'il pourrait y avoir des surprises, là, mais je pense que c'est lui qui s'enligne. Les as-tu regardé un peu? Genre? Ouais, j'ai regardé. Moi, c'est Higgins. Je comprends que tu dis qu'il a perdu un peu, mais Higgins est électrisant. Tu sais, l'affaire, ça fait drôle de parler de ça parce qu'à un moment donné, il y a un temps où on pensait que le Canadien serait dans les 5 premiers repêchages. Fait commencer à se demander c'est quand les 3 qui qu'on devrait prendre, tu sais. Mais je reste avec Higgins quand même. Que le potentiel entre les 3 qui va avoir le plus de points, le plus d'impact, qui va jouer à une l'an prochain, ben, après, je pense que ça va être lui. Toi, Charles? Ouais, moi, personnellement, je pense pas que Higgins joue dans la Ligue nationale l'an prochain. Je pense que physiquement, il est pas prêt. J'ai l'impression qu'il va avoir besoin d'une autre année universitaire. Ça va être intéressant aussi de le voir sans Perreault, sans Leonard, sans Fowler. Ça va vraiment être lui, là, tu sais. Pour moi, il n'y a pas vraiment de course en ce moment pour le first overall. Pour moi, c'est Schaefer. C'est le seul qui est dans sa catégorie, à mon sens. Je pense que Higgins va être électrisant, mais ne sera pas du calibre de Schaefer. Je pense que Schaefer va être un des 10 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale pendant 12-15 ans. Puis je pense qu'Higgins va être un centre productif, dynamique, mais avec ses limites quand même. C'est un peu comme ça que je vois la suite des choses pour ces 3 gars-là. Tu penses quoi de Misa? J'aime bien Misa. Ouais, j'adore Misa. J'aime surtout sa progression. Moi, je pense qu'il challenge Higgins en ce moment. La seule chose qui m'empêche vraiment de le placer devant avec conviction, c'est le championnat mondial junior. T'sais, Higgins a vraiment été excellent. Puis Misa n'a pas été sélectionné parce que le Canada ne croit pas à ça. Les gars qui ont 17 ans, ils ne croient pas assez de talent. Là. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas des bonnes approches au porteur. Mais, non, mais t'as vu ce qui est arrivé, tu sais, je veux dire, qu'on a été critiqués avec les choix qu'ils ont faits, personne ne comprenait. Ouais, non. Tous des gars qui se ressemblent, tous pareils. Ça n'a vraiment pas marché.
J'espère que c'est la dernière année un peu qu'on a ce sentiment-là. Ouais. Même pas invité au camp, là, c'est un peu une aberration. Ridicule, là, au moins invite-le. Là, fais semblant que tu le considères. Mais, puis Porter Martin, je déteste dire ce nom-là. Porter Martin. Tu le dis vite, c'est tout. Ouais, c'est ça. J'ai un ami qui scrute beaucoup, Jean-Michel, qui scrute beaucoup les prospects, puis qui me disait, à mon avis, il n'y a pas le patin. Là, il domine parce que c'est un homme parmi les enfants, mais une fois dans la Ligue nationale, ses limites de patin vont vraiment être exposées. Puis, il ne le voit pas comme un joueur d'impact. Toi, tu penses quoi de... C'est difficile à évaluer le patin parce que on a des histoires de gars qui n'ont jamais progressé. Puis on a des histoires de gars qui ont complètement changé leur coup de patin. Braden Point, justement... c'est le jour et la nuit, le junior Braden Point, ça avançait pas en tout. Puis maintenant, c'est un des très bons patineurs dans la ligue. Fait que pour moi, ça dépend beaucoup de son évaluation physique. Ça dépend de sa personnalité, voir est-ce qu'il va être capable d'aller chercher un peu plus toujours à chaque année ou c'est un gars qui va être un peu plus content de ce qu'il a, tu sais. C'est tricky, ça, quand le gars est gros dans le junior. Mais... Il va dominer parce qu'il est gros, mais est-ce que c'est juste parce qu'il est gros? Parce que c'est ton Mark Stone, c'est pas un gars rapide. C'est vrai. Tu sais, je veux dire, il y a des gars comme ça qui sont connus, qui sont pas... Tavares, on n'aurait pas de dire qu'il est slow. Mark Stone est exceptionnel. Oui, là, je pour, le sais, mais ce que je veux dire, c'est puis, que les gars qui sont gros comme ça, qui arrivent, Barton, il va jouer avec des joueurs rapides. C'est un gars qui va... Un ailier qui va aller au net, qui est solide, qui protection de la rondelle. Il n'est pas obligé... Puis, à cet âge-là, en passant, là, les jeunes, il y a tellement d'un step quand ils s'améliorent pendant l'été, puis power skating, il ne va pas changer de la façon qu'il patine, mais c'est sûr qu'il va être plus vite, puis il va être plus fort, puis ça, c'est juste qu'il va être mieux entouré. Il n'est pas obligé d'être un patineur rapide. Dans une équipe, c'est pas tous les joueurs qui sont ultra rapides. C'est juste que ce gars-là, moi, je pense qu'il va être écœurant là, parce qu'il amène une dimension différente. Tu sais, Slav, là, on n'en parle pas, mais c'est pas le joueur le plus rapide non plus. Là. Mais tu sais, il joue avec deux excellents joueurs, il est complète. Un gars avec son physique peut compléter d'excellents joueurs. Fait que c'est pour ça que je comprends on parle toujours de ça quand on parle des gros gars qui patinent pas assez vite parce que le national, c'était tellement axé sur le patin. Mais moi, pour vrai, pour lui, je serais pas inquiet parce que avec des bons joueurs, l'espace qu'il va leur donner, il peut faire une différence. Puis toi, Georges, j'allais dire, avec ta carrure, à quel âge t'as senti que tu étais peut-être rendu mature physiquement au niveau des gens? À quel point tu as senti une différence de 18 à 24 ans, disons, là, dans ton explosion? Quand j'étais jeune, c'est fou parce que j'étais un scoreur de but puis j'aurais jamais pensé que j'allais me battre. Puis j'étais plus vite que tout le monde. Je patinais plus vite que tout le monde, toute ma jeunesse. Puis quand j'étais arrivé Midget 3, j'avais 15 ans, la puberté m'a frappé, j'étais 6 pieds 3, 240 livres. Puis là, j'étais là, oh my God! Tu sais, là, c'était plus pareil, j'étais plus vite. Ça, tout a changé. Un homme parmi les enfants. Puis là, à chaque été, je faisais du power skating. Tout l'été, je travaillais sur mon patin. Parce que quand j'étais repêché par les Oilers ont dit, Georges, si tu veux jouer ici, on ne prend pas d'hommes forts qui vont jouer 1 minute par game. Okay. C'est un chiffre régulier, puis je jouais 9-10 minutes par game, un chiffre régulier. Là. Je dis, il va falloir que tu travailles fort sur ton patin parce que notre 4e ligne, on joue à 4 lignes parce que dans ce temps-là, quand j'étais avec les Oilers, on n'avait pas de... Il n'y a pas de plafond comme aujourd'hui. Ouais. Puis on n'avait pas de masse salariale, on ne dépensait pas d'argent. Fait qu'on jouait à 4 lignes, tout le monde contribuait et tout. Puis ils m'ont dit, tu vas faire notre équipe, tu dois être un joueur régulier. Fait que j'ai tellement travaillé sur mon patin, parce qu'on s'entend, ça n'a jamais été ma force. Mais grâce à ça, quand je me suis trouvé une place avec les Oilers, je jouais de façon régulière, je jouais en série, parce que les hommes forts, normalement, ne jouent pas en série. Tu as eu une saison de 13 buts, je pense. Ouais, 13 buts, 29 points, un tour de chapeau. Il y a plein de joueurs qui n'ont jamais eu de tour de chapeau en carrière. C'est pour ça que, quand tu parles de gros joueurs, ça se travaille. Il faut vraiment que tu te dédies là-dessus, en sachant que si ta lacune, c'est ça, puis tu travailles là-dessus. Même si tu ne seras pas fluide à regarder comme les autres, tu peux quand même être plus vite pareil. Penses-tu qu'on va avoir un Québécois dans le top 5 au draft cette année? Oh! Est-ce que tu serais prêt à te mouiller? Je pense pas qu'il va être dans le top 5. Bon, des noyaux, on aimerait ça. On le souhaite tous, mais... Tu le vois où, mettons? Moi, je pense qu'il va sortir 6 ou 7. OK. Est-ce que le Canadien va avoir 2 middle picks de première ronde? Est-ce que tu échangerais ces 2 picks-là pour t'avancer 6 ou 7?
Oui, mais il n'y a personne qui va le faire. Exactement. Il n'y a personne qui va faire ça. Ils vont répondre, ils vont ouvrir le téléphone, puis ils vont tout de suite. Ouais. Ils vont même pas te parler. Là. Ça va juste tranquillement. Ils vont le laisser allumer, là, ils vont te laisser jaser. Là, ils vont te mettre un bruit de Miss Vickies, là, un Non, fond mais de sac t'as là, raison. qui se fait. Ah non, le Canadien va avoir 2 choix autour du numéro 15. Là. Oublie ça. C'est ça, en 12 Il y a et 15. aucune équipe. Calgary va être plus vers le 10 que le 15, mais ouais. Mais il n'y a pas une équipe qui va faire ça. Il y a trop un gap Ouais. après les 6 que quand tu vas à 10 en montant, c'est trop un sure bet pour commencer de faire une équipe qui va faire ça. Mais est-ce que tu serais prêt à donner le prix que ça coûte pour aller chercher un Desnoyers? Faut Whatever donner le ce que prix. c'est. Ouais, Je mais suis pas prêt à payer n'importe quoi pour des noyers. la priorité du Canadien, c'est pas des noyés, c'est un deuxième centre. Les 2 choix de première ronde, Mais ça c'est va être là, pour aller chercher le c'est là deuxième que tu centre. signes un Matt Duchene, mettons. Matt sur les Duchene a déjà ouais. utilisé le Canadien. Mais il était intéressé pour vrai. Non. Oh! J'ai été le premier qui a dit qui signait pas à Montréal en passant quand ça s'est arrivé. Il utilisait le Canadien pour faire monter les enchères, comme plein d'agents libres ont fait. Il va jamais signer ici. Tu penses? Je pense pas, je te confirme. Ah ouais? Les agents libres ne signent pas ici. Ouais, mais là, on est, Mais là, on est plus tentant. Là. Ils ne signent pas. C'est pas à cause que l'équipe perdait. Je l'ai déjà dit, puis je l'ai dit plein de fois. Le marché de Montréal est un marché qui est tough. Ouais. Pour les agents libres, si un gars qui fait comme Matt Duchene, tu ne marques pas pendant 3 buts, tu te fais huer. Les gars le savent, ça. C'est un marché qui est tough, Montréal. Puis les agents libres, eux, ils vont choisir plein d'autres endroits avant de venir là. Ils vont avoir l'embarras du choix, il va aller, Matt Duchene. Oublie ça. Avec la saison qu'il y a, ouais. Moi, je te dis, Canadien Montréal vont prendre un gars. Tantôt, tu as parlé de Barzal. J'adore ce choix-là. Moi, mon rêve, ça serait McTavish, Mason McTavish. Ouais. Je pense pas que les Dogs vont le faire, mais c'est cher. tu sais, on parle de. Mais on a 2 choix de première ronde. Mais tu sais, on parle de Barzal, McTavish. Robert Thomas, c'est un autre rêve. Ça va pas arriver. Ça va pas arriver, mais c'est un gars comme ça, jeune, que le Canadien va aller chercher, qui vont devoir arracher une autre équipe en donnant beaucoup. Ça se peut que Mailloux, ça se peut même que Jack Eye soit là-dedans. Ouais. Ben, je pense que Jack c'est ça, Eye, tu éventuellement, regardes avec ouais. l'équipe et tout ça. Je l'adore, Jack Eye, c'est mon frère, on se parle souvent, mais on dirait que, tu sais, il ne cadre pas trop dans les plans de l'équipe. Moi, j'espère que non. J'aimerais qu'il reste ici parce qu'il amène une dimension importante. Penses-tu qu'il y a encore une grosse valeur sur le marché? Oui, On parlait d'un c'est first, sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr qu'il y a une grosse valeur. Ça serait une erreur qu'on l'échange. Mais le Canadien, je te dis, ils vont aller le chercher le deuxième centre. Mais c'est parce que là, à some point, il va falloir faire des choix. Là. Parce que là, les jeunes arrivent, Ryan Baker va arriver. Là, Jack Eye, il n'y aura plus de chaise. Oui, mais l'affaire, c'est que qui va défendre après ça? Qui je amène comprends, mais cet élément-là? déjà, il n'y a plus de chaise vraiment. Là. Il est comme. Oui, mais c'est important la ça va être dimension. difficile. C'est important la dimension. Absolument. Quand même. Parce que les gens vont le réaliser. Ceux qui veulent qu'ils partent, là, ils vont le réaliser après qu'ils partent à quel point on avait un des meilleurs, puis maintenant on se fait plus respecter. Mais je pense pas que Saint-Louis, c'est un gros fan de Jack Eye. Je suis pas d'accord. J'ai l'impression, moi, que au contraire, il respecte Jack Eye, puis il le challenge au maximum. C'est-à-dire, je sais que tu as cette dimension physique-là, mais moi, je vais t'amener à un niveau hockey assez élevé pour qu'on puisse te mettre à toutes les games sans stress. T'sais. Je trouve que Jack Eye, malheureusement, dans les dernières semaines, ça a été plus difficile. Puis Struble a joué son meilleur hockey. Ouais. J'aurais de la difficulté à justifier aux joueurs c'est Struble qui va sortir alors que le gars joue 20 minutes, il est solide défensivement, il a épaulé Hudson pendant cette run-là. En fait, c'est à Jack Eye de step up et de montrer sa valeur dans les prochains matchs jusqu'au playoff. Puis après ça, s'il joue comme il est capable de jouer en série, là, il sortira pas du line-up, Jack Eye. Là. Ben, c'est sûr Au début, je pensais comme toi en passant, que je trouvais que Martin ne l'aimait pas au début. Ben, ses déclarations, tout ça, exactement, ça avait ses l'air... déclarations quand il prenait punition. Puis, Ouais. mais ça, c'était avant. Cette année, il a donné plus de liberté. Il a laissé plus respirer. Ils ont moins, c'était moins comme ça. C'est sûr que, Jack Eye, des fois, il y a des décisions, faut que tu prennes mieux quand tu vas frapper quelqu'un. Puis là, ça laisse un 2 contre 1. Des erreurs comme ça que tu ne vas pas prendre, là, mais il reste encore beaucoup à apprendre. Il est jeune. Mais pour moi, c'est un élément essentiel au Canadien quand même. Moi, je pense que Martin, au contraire, là, j'ai l'impression qu'on s'imagine que c'est un coach qui n'aime pas le jeu physique, mais moi, j'ai l'impression qu'il dit à Jack Eye, sois plus physique. Parce que Jack Eye, souvent, devant le filet, on dirait qu'il oublie que c'est un des gars les plus forts de la ligue. Là. Souvent, il va vouloir jouer avec son bâton ou il va essayer de poke-checker, alors que s'il joue l'homme et qu'il déblaye le devant du filet, ça va réduire le nombre de chances de marquer. Je suis persuadé que Saint-Louis essaie d'inculquer ça à sa game, de choisir les bons moments où être physique puis de l'être encore plus quand c'est payant.
Je pense qu'il respecte beaucoup Martin Saint-Louis. J'ai l'impression. Ben, tant mieux, mais c'est ça. Ben, souvent, on a souvent vu ça, là, un joueur qui est apprécié de la foule, tout ça. Puis que, mais dans le temps, quand tu es arrivé à Montréal, c'était pas. C'était Claude Julien qui était là quand tu étais Non, là? Jacques Martin. Jacques Martin, il n'était pas un fan de bagarre du tout. Non, là. Jacques Martin, puis je l'ai dit souvent, lui, il arrêtait pas de me dire de ne pas me battre. Il arrêtait pas de me dire ça. C'est ça. Puis là, les fans, ils pensaient, Georges, je veux plus faire la job. Ben oui. Puis lui, il disait pas aux médias, c'est moi qui ai dit plus se battre, il disait rien. Il a fallu. C'est toi qui passais. Il a fallu, pour, après que j'ai été libéré, j'étais à tout mon appart, que j'ai dit aux gens, le coach, je voulais pas que je me batte. C'est ça. Demandez à Cook Muller, demandez aux gars dans l'équipe. Il disait non, vas-y pas. Fait que tout le monde pensait que je voulais plus faire la job alors que ça n'avait pas rapport. Je C'est me coach. rappelle, Fait que ça, c'est ce qui est arrivé. Puis quand je suis parti, quand j'ai été libéré, Jacques Martin il disait, moi, je crois au team toughness. Il voulait pas un homme fort, je crois au team toughness. Fait que, puis c'est là la fameuse game qu'on avait joué contre Boston. Ben, c'est ça, que Boston était le à Boston Montréal. avait sauté sur tous les joueurs. J'étais dans les Charos estrades. qui a fait à Pacioretty. Il n'aurait jamais fait ça si j'aurais été là. Mais je me rappelle la game contre Boston. Là, on sentait dans la foule, là, George va pogner Lucic. C'était comme. Tout le monde est capoté. Puis finalement, c'était Lucic n'a pas voulu. non, il n'a pas voulu, mais c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que. On sentait non, que. mais avant, Lucic, Chara jouait à l'agresseur tout le temps quand j'étais pas là. Puis là, quand ça s'est arrivé, c'était comme juste de courir après, c'était drôle. Le monde criait. Il a mal paru. Là. Non, mais c'est pas qu'il a mal paru. Ben, il avait l'air de c'est pas qu'il a mal paru, c'est que. Il avait l'air d'avoir d'autres choses à faire. Mais tu le plains-tu? non, mais non, c'est sûr. Il savait très bien. Il savait très bien ce qui allait arriver. C'est un gars qui jouait sur le premier trio. C'est pas un. Il pouvait se battre contre des heavyweights, mais sa job, c'était pas ça. Ouais, non, c'est ça. Claude Julien, c'était son coach. Il disait, bats-toi pas avec la rack à Montréal. Tu sais, il y a trop à perdre. Ouais. Tu sais, je veux dire, je sais que tout le monde n'aurait aimé ça, mais sa job, c'était pas de faire ça, tu comprends? Ouais, c'est sûr. Fait que c'est pour ça que, tu sais. Ça datait de ce qu'il avait fait à Commissariat. Oui, exact. Le monde avait soif de vengeance. Tu sais, ce qu'il avait fait, moi, j'étais pas là. Tu sais, j'ai couru après sa glace pour aucune raison, vraiment, pour le show. Ouais. Je voulais me battre avec, mais il avait rien fait, là, parce que ce que le gars a fait dans le passé, si je suis pas là, ça compte pas. C'est qu'est-ce qu'il fait quand je suis là. Tout le monde disait, dans le passé, il faisait ci, il faisait ça. Fait que le monde était content que je courais après parce que c'était comme, il nous a assez fait chier avant. Mais ouais, c'est ça, exactement. Quand j'étais là, on était content de t'avoir. Il était doux, là. Quand il était là. Fait que, tu sais, c'est ça qui compte. Qu'est-ce qu'il t'a dit sur la patinoire, mettons, quand il t'a pas parlé, il t'a pas dit, je suis pas intéressé? Non, moi, je disais tout. Il n'y a pas une insulte qui existe que je disais pas. Puis je disais, ta famille est là, montre-leur que t'es brave, montre-leur que t'es tough, puis il disait rien. OK. Il disait rien. Il regardait ailleurs, il disait rien. Il n'a pas dit un mot. Ah ouais? Il n'a pas dit un mot. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on a le même agent, on avait le même agent, puis j'y parle aujourd'hui, là, tu sais, on est amis, puis tout ça, là. C'est à la glace, c'est un job, puis en dehors, c'est une autre chose. Fait que, tu sais, je respecte au bout de ce gars-là. Là. J'ai rien de négatif à dire contre lui. Il était un excellent joueur dans la LNH pendant longtemps. Ah, puis le trash talk, c'est drôle parce que j'écoutais récemment une entrevue de Sean Avery qui parlait du trash talk qu'il utilisait parce que c'était un des plus réputés là, de mais lui, trash talker. lui, tu sais pas, je le déteste. Ouais, c'est ça. Mais il avait parlé de toi d'ailleurs aussi, là, mais parle-nous un peu. Ah, il disait que tu faisais partie de ceux qui t'avaient trash talké. Je pense qu'il avait montré un extrait qui te trash talkait. Trash talké, il m'a fait un propos raciste. C'est le c'est seul ça, gars dans la NNH qui m'a fait un propos raciste. Ouais, c'est le seul. Mais c'est ça, il disait qu'il était prêt à aller bien loin. Tu sais, il parlait de l'épisode avec Martin Brodeur. Là, on se rappelle le fameux règlement Avery. Ouais. Puis il disait que Brodeur le détestait au plus haut point parce que Avery allait dans des zones. Tu sais, on se rappelle l'histoire de Martin Brodeur qui a eu une liaison avec la sœur de sa femme. Ça avait comme sorti, il y avait Avery. C'était gâté avec ça. Puis Avery disait aussi que un de ses coéquipiers avait couché avec la sœur de Martin Brodeur. Fait qu'il se gâtait avec ça. Brodeur le détestait. Il le faisait tilter à chaque même game. Même ses propres coéquipiers le détestaient. Oui, c'est ça. Avery était capable d'aller n'importe où. Là. Oui, mais je comprends. Mais à un moment donné, pour arriver à ses fins, il était capable de dire quand tes coéquipiers t'aiment pas, c'est un problème. Ça n'a pas de sens. Ouais. C'était quoi les limites de trash talk? Justement, tu sais, propos racistes, ça passe pas. Mais non, propos racistes, c'est même pas trash talk, ça, c'est suspension. Ouais. C'est juste que la Ligue, les refs n'avaient pas entendu, puis après ça, à chaque fois que je jouais contre lui, ils m'ont donné un micro pour voir s'il pognait sur le fait. Okay. D'ailleurs, quand il a pogné son 20 matchs, quand il a insulté la blonde à Diane Phaneuf, la Ligue a pris en considération les propos racistes qu'il a fait, qui n'ont pas pu le punir, pour combiner ça ensemble. Pour donner 20 matchs. Mais tu sais, à l'extérieur de ça, propos homophobes aussi, ça se fait pas. Tu peux pas utiliser ça. Mais sinon, à part ça, tu peux pas mal dire ce que tu veux. Les enfants des joueurs, je présume, ça c'est off limit. J'ai jamais entendu quelqu'un faire ça, tu sais, enfant des joueurs, tu sais, ça serait comme
ton enfant il est retardé, tu sais, ça fait comme tu vois rapport. Tu comprends? Tu sais, c'est comme, oh, je veux me battre avec parce qu'il a dit ça. Tu sais, j'ai jamais entendu ça, mais c'est souvent, tu sais, c'est souvent comme t'es pourri, tu sais pas jouer au hockey, t'es jauniste, des affaires comme ça plus. T'essaies de provoquer quelqu'un, mais tu sais, des affaires personnelles, c'est très, très, très rare. Ouais. Puis Avery, d'ailleurs, racontait qu'une game contre les Red Wings à l'époque, il était avec les Red Wings, plutôt une game contre l'Avalanche. Il était sur le banc, puis il s'accote sur le banc, puis la mise au jeu est comme juste devant le banc, puis il y a Joe Sakic qui est là. Puis là, il commence à le trash-talker sur son habit qu'il avait avant le match. Puis il commence à le trash-talker, puis Avery, il dit « J'ai senti mon chandail me tirer, comme si c'était mon père qui me tirait sur le chandail. » Il dit « C'était Brett Hull, il habitait chez Brett Hull à l'époque. Brett Hull, il m'a tiré sur le chandail, puis il dit « Tu parleras pas comme ça à M. Sakic. » Puis là, il dit, à partir de ce moment-là, il dit, j'ai plus jamais rien dit à Joe Sakic. Ouais. Il était comme trop respecté, il était off-limit. Tu n'avais pas le droit de en passant, si tu veux parler d'excellent trash talker, un des meilleurs dans l'histoire, c'est Maxime Lapierre. Ah, j'en doute pas. Si vous parlez à Maxime Lapierre à un moment donné, lui, là, dans la ligue, il était incroyable. Tout le monde voulait le tuer. Ouais. C'est un des meilleurs dans la ligue. Pour être capable de sortir les gars des gonds en leur parlant, puis tout ça, là. Avec sa face sur les fesses dedans. Mais c'est ça, il y a la face pour... ouais. Puis on parlait des Bruins, là. À quel point les Bruins ont fuck up cette année. Un autre épisode que je vais dire que Cam Neely est un idiot. Là. Jim Montgomery, qui vient d'avoir une saison historique dans la Ligue nationale. Il congédie au milieu de la saison, s'en va à Saint-Louis, vire le team de bord à Saint-Louis. Saint-Louis sont rendus à 12 victoires d'affilée, vont faire les séries. À quel point c'est des décisions stupides à Boston. Là, ils sont derniers dans l'Est. Je pense que c'était la dernière tentative avant la reconstruction. Je pense que c'était vraiment... On va voir si c'est le coach qui a moins de chimie peut-être avec le club. Ils se sont dit c'est la dernière affaire qu'on peut essayer. Il vient d'avoir une saison de 130 points. Je sais, mais... ce coach. Je sais, tu sais, on parle d'un fiasco, mais en même temps, moi, j'étais surpris que les Bruins soient compétitifs l'année passée, considérant le départ de Krejci, de Bergeron. Je trouve que c'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont fait de réussir à étirer un peu leur fenêtre. T'sais, évidemment, l'été était difficile avec les négociations de signature de Lindholm, c'est gênant. Lindholm. Ça va être long. Zadorov, je pense que c'était une bonne signature. Ouais, c'était un défenseur relativement dominant, tu sais. Mais je pense qu'au contraire, j'ai beaucoup de respect pour eux d'avoir reconnu que le club allait pas là où ils voulaient. Puis ils ont pull the trigger plus tôt que la plupart des équipes. Là. De toute façon, on s'est entendu qu'à Montréal, c'est un délire, un délice de voir les Bruins avoir de la difficulté. Le dernier match, on avait l'air des Harlem Globetrotters. Ouais, je sais, mais glace pas cette équipe-là. On peut dire ce qu'on veut contre eux. Ouais. À chaque année qu'on pensait qu'ils ne feraient pas les séries, ils se trouvaient un moyen. Puis ils étaient in tout le temps. Ils n'ont pas rebâti, ils n'ont rien fait. Là, maintenant, ça ressemble à ça qu'ils vont aller là. Mais ils ont trouvé une façon toujours d'être compétitifs pendant longtemps. Oui, ils ont tiré la fenêtre, ça, oui. Fait qu'on peut pas rien dire de négatif contre eux parce que, écoute, si on a une run aussi longue que les Bruins ont eu, gagner la coupe, puis de rester en série aussi longtemps avec la reconstruction qu'on a faite là, on va être très content là. Parce que ils ont gagné la coupe. Mais le congédiement de Jim Montgomery, c'est un des meilleurs coachs de la Ligue. Oui, ça c'est sûr. Mais oublie pas qu'ils ont une run qui a été très longue. Ouais. Puis, tu sais, si on peut faire ce qu'ils ont fait avec le noyau qu'on a là, on serait très content. Parce qu'ils ont gagné la coupe. Ouais. Mais Swayman risque de trouver le temps long. Là. Il a eu son contrat, là, il risque de trouver, c'est difficile. Moi, je pense que dans 2 ans, ils vont être compétitifs. Tu penses? Non, mais oublie pas qu'ils peuvent être compétitifs dès l'année prochaine. Hein. Eux, là, il manque 2 joueurs de centre. Ouais, c'est pas facile. Benjamin le disait, c'est pas facile à trouver un joueur de centre. Pour le Canadien de Montréal, Boston, c'est une place prisée que le monde adore aller jouer. C'est pas dur. Le marché de joueurs autonomes, tu parles de Matt Duchesne, il peut aller là. Ouais. Si Matt Duchesne va là et t'en pognes un autre, là, l'équipe est plus pareille. Là. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'ils ont des bons noyaux déjà qui sont là pour gagner. Fait que c'est pour ça que Boston, il faut faire attention parce que là, ils ont de la difficulté, ils ont besoin des morceaux, mais les joueurs autonomes, ils peuvent aller les chercher. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. S'ils s'enlignent vraiment pour une vraie reconstruction. Tu sais, t'as Pasternak, t'as Swayman, t'as Moi, je pense pas qu'ils vont faire une reconstruction.
Je pense qu'ils vont aller chercher des morceaux cet été. Puis là, l'année prochaine, on va être pognés à se battre contre eux pour entrer en série. Mais tant mieux, parce que la rivalité va être bien meilleure si ils sont moins de calibre avec nous moi, j'aimerais mieux pas avoir de rivalité puis qu'on rentre facilement. Mais tu sais, il me semble que ça nous manque une bonne vraie rivalité comme dans Ottawa, ça s'en vient. C'est la nouvelle. On dirait que c'est moins naturel. Je sais pas. Moi, je les déteste profondément. Mais non. Avec Kachuk et tout. Mais non, Ottawa, ça commence. Mais je sais, Boston, c'est plus Boston, profond. Mais je sais, mais c'est facile à réveiller. Les rivalités, c'est avec une équipe qui est bonne. Ouais. Tu sais, je veux dire, là, maintenant, Ottawa, Montréal, ça a des équipes de série. Ça a des matchs de 4 points tout le temps. Si, mettons, Boston, Ottawa, Toronto, les 3 équipes sont de calibre canadien, là ça va être la fun. Il y a comme 3 mais Toronto sont de calibre. Oui, mais c'est juste ça, que les Toronto, 3 en même temps, je veux dire. Toronto, on les aime, on les bat tout le temps en série. Vont-tu choquer encore cette année? Toronto? Ouais, c'est sûr que oui. Ouais. Non, je vois pas. C'est pas qu'ils pognent Ottawa. Il n'y a personne qui parle de Toronto. Toronto, Ottawa, ça va être une bonne série. C'est ça. Ottawa passe. Et pour conclure, les gars, j'irai avec vos hot takes. Oui, le hot take. Curieux d'entendre vos hot takes. Tu veux-tu commencer, Marco? Oui, moi, je vais y aller. Ovechkin a battu le record de Gretzky ce week-end. Mon hot take, c'est que Ovechkin, il y en a qui disaient il va battre le record, va s'en aller KHL après. Moi, je pense qu'il va terminer son contrat, il revient la saison prochaine et il finit sa carrière avec 950 buts. Pour justement amener le record plus loin, moi je pense qu'il va se rendre jusque-là. Je suis pas sûr, moi, qu'il va jouer l'année prochaine avec National, pour vrai. Moi, j'ai l'impression qu'il va essayer il a dit publiquement qu'il voulait on sait qu'il veut terminer sa carrière avec son équipe. Lui, il a dit publiquement qu'il voulait jouer en Russie. Ouais. Puis, quand il est encore dans son prime, il voulait battre le record avant. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui espéraient qu'il batte l'an prochain parce que c'est sûr qu'il allait revenir. Okay. Regarde comment il est gros, là. Tu sais, je veux dire, moi, je te dis, là, après, l'été, il prend beaucoup de poids, ce gars-là. Ouais. Après avoir battu le record, là, tu vois, sa motivation, moi, je pense qu'il va l'échapper, puis je serais pas surpris qu'il ne revienne pas. J'ai hâte de voir. moi, je te dis, il fait 42 buts cette année, il va te finir à 45. L'année prochaine, s'il revient, oublie ça. T'es 950. Le gars fait pas 40 buts l'an prochain s'il revient, là, il va être une baleine. Là. Non, je te dis. Parce qu'il y a tellement de pression qui est. Maintenant qu'il y a le record, c'est comme. Mais là, il n'y a plus de pression, c'est ça. Il n'y aura plus de pression. Fait que je pense pas, là, la motivation ne sera pas pareille. J'ai hâte de voir. Il va faire un Keith Kachuk, là. Tu vas l'avoir, tu vas être comme Ça rappellera, il est arrivé au camp d'entraînement, puis c'est après le lockout, là. L'équipe était comme, non, tu peux même pas embarquer sa glace. T'es trop gros. Ça dépend de sa run. Hey, si les Caps se rendent en finale, là, why not? C'est done deal, là. C'est sûr. T'as-tu un take, Georges? Écoute, moi, je vais dire que Ottawa va faire les séries, passer la première ronde des séries. C'est pas un hot take de dire que les Canadiens vont faire les séries parce que je pense que tout le monde le sait, mais moi, c'est pas mal Ottawa. Je pense qu'Ottawa, le fait qu'ils n'ont pas rentré, ça fait longtemps, les gens vont être surpris. Puis c'est Toronto là, qui commence avec. Toronto, Ullmark, on l'a vu. Ullmark fait la différence. Oui, exactement. Ils n'ont pas de goaler Toronto. Fait que moi, je dis que Ottawa, ça va être l'équipe canadienne qui va nous surprendre. Ottawa passe de Toronto en partant. Ça va être une bonne série, si c'est ça. Charles, t'as-tu un take? Moi, je pense que les Canadiens vont gagner une ronde. Ah ouais? La série. Je pense pas qu'ils vont en gagner 2, je pense qu'ils vont en gagner 1. Contre les Caps? Contre les Caps. Des flashbacks du printemps à Lac. Hey, en tout cas, la cote de ça, si ça arrive, ce que tu dis, ça va être énorme. Les gens qui vont miser là-dessus. Tu parles de cote. En passant, si tu fais ça, t'es un dieu là, dans ton podcast. T'as-tu bêté là-dessus? Je vais mettre un peu de ça. C'est votre nouveau gars que vous devez prendre. Si ça arrive, là, c'est comme moi. Moi, j'ai un bet qui va se terminer à la fin de la saison. Là, je suis un peu stressé. Au début de la saison, j'avais pris à mise au jeu. J'avais combiné 2 choses. J'avais fait un parlay de Mike Matheson ne fait pas 55 points. Ça, je trouvais que c'était easy. Mais aussi, le joueur, entre 3 joueurs qui fait le plus de points dans la saison, c'était Sean Monahan, Tyler Toffoli puis Max Domi. J'ai appris Tyler Toffoli en me disant que Columbus, ça va être un shit show puis que Monahan va se blesser anyway. Monahan a une grosse saison, mais il s'est blessé comme j'avais prévu. Là, son nez à nez, Toffoli a 1 point de plus que Monahan. Il reste 6 games les deux. Tu vas l'avoir. Si Toffoli fait plus de points que Monahan, je gagne 1000$. Je suis comme trop stressé pour rien. Là, mais... Je pense que tu vas l'avoir parce que Columbus a ralenti. Columbus n'arrête pas de perdre. Là. Ouais. Oui, je sais, mais ils sont fait blanchir le dernier match. Puis San-Jose n'ont rien à perdre. C'est ça, je me dis. Il va falloir juste pour les points. J'espère. J'aurais tellement aimé que Columbus
fasse Ouais. les playoffs à la Ouais. place d'Ottawa. Ça aurait Ouais. été le scénario. Sauf que là, vu qu'il les fasse, c'est à la place du Canadien. Parce qu'Ottawa, c'est un lock pour la première équipe repêchée. Puis j'ai 2 autres hot takes très rapidement. Vas-y. Mon premier hot take, Patrick Laine nuit davantage qu'il aide à l'avantage numérique des Canadiens. Ah C'est ouais? un de mes hot takes, personnellement. Oh. Je pense que statistiquement, Ça, je serais capable de le démontrer. Les buts, t'es pas fan de ça. Non, moi, je suis fan de ses buts, mais je suis moins fan du nombre de rondelles perdues. Parce C'est que vrai, ça, une par exemple, passe ça un peu arrive plus souvent. lousse ou en entrée de zone. Ouais. En fait, si l'avantage numérique n'a pas de momentum, c'est parce que Laine a perdu la rondelle à la bleue. C'est souvent ça. Mais je respecte le tir, là, évidemment, mais je pense que... Irais-tu jusqu'à ne pas le ramener l'an prochain? Non, l'année prochaine, mais je le mettrais peut-être sur le PP2. Oh. Wow. Ça serait Demidov, moi, qui prendrait son Ah, ok, spot. ouais. Non, mais éventuellement, Demidov va prendre sa place, mais sans Laine, on n'est pas d'insérer en ce moment. Je suis en d'accord, effet. à 5 contre 5, il n'y a pas assez d'efforts, je suis d'accord. 5 contre 5, il est invisible. En avantage numérique, c'est vrai qu'il passe souvent la rondelle, on ne veut même pas qu'il touche. Mais son lancer fait en sorte que les équipes respectent tellement Laine que s'il ne respecte pas, il va scorer. Puis s'il respecte, ça l'ouvre de l'autre côté. Suzuki peut faire sa cuillère ou lancer au cercle. Écoute, la seule chose qu'il me donne, c'est l'avantage numérique. C'est la seule chose qu'on a de lui. Ouais. Absolument. Regarde le nombre de points qu'il y a. Moi, pour vrai, je le prendrai même pas l'an prochain. Là. Moi, c'est pas un gars avec qui il doit tellement faire suer des gars dans l'équipe des vétérans avec l'effort qu'il donne. Là. Ouais. Mais à 5 contre 5, les points qu'il a donnés, il y a un art que ben des joueurs sont capables de faire. Mhm. Mon dernier rapido, l'année prochaine, le Canadien aura 2 nominations au Calder. Oh. Donc, si Ryan Backer est en Ryan Backer. santé, pour moi, c'est un candidat. Ouais, Wow. ça, c'est ça, Wow. ça, pour vrai, t'as Pour commencé être en nomination, t'as commencé ça à veut dire avoir un matin. qu'il va rack des points. T'as commencé à avoir un le gars. Tu t'attends à ce qu'il fasse des le points gars dès était l'an blessé. prochain. Le gars a besoin d'une année complète dans les mineurs. Peut-être qu'ils vont faire jouer la moitié d'une année, mais il n'a pas assez joué, assez de hockey pour que déjà tu te mets à Montréal pour le Calder, Big. Faut pas que tu commences à boire le matin. Charles, c'est comme ça, là. Ça n'a pas de bon sens. C'est le plus Demidov, gros. C'est de la oui. vodka, gars. Demidov, Mais- oui, mais C'est Big. plus quand je Mais regarde Charles, c'est les le plus gros candidats. fan de Ryan Backer. Moi, je pense qu'il connais. y a une chance d'être la 3e nomination. De ce que j'ai vu des... À la Brock Faber, un peu, là, l'an passé. Exact. Des 8 matchs que j'ai vus à Laval, c'est vraiment un défenseur dominant déjà dans la Ligue Il faut américaine. qu'il joue plus. C'est sûr et certain. C'est pour ça que j'espère qu'il va revenir pour les séries puis qu'il va aller gagner la coupe la coupe en bas avec le Rocket. Oui, mais ça sera pas. T'as vu son genou là, son état, déjà, t'as vu là, ce qui se c'est passe, inquiétant hein? un peu, là. C'est revenu, là. Oublie ça, le Big. Tu parles de Calder, on sait même pas quand il va jouer sa glace. On là. parle de hot take. Moi, si la physio, c'est pas un hot take s'il y a personne qui est comme. Ça n'a pas de sens ce que tu dis. Ça, hein? c'était plus un. C'est ça. Pascal Ça, est c'est plus un l'expert drunk là-dedans. take. Alright, on conclut là-dessus. Ouais, on termine. On avait un tirage au dernier épisode. On avait dit à tout le monde qui commentait notre vidéo qu'on faisait tirer une boîte Upper Deck Clear Cut à un des commentaires. Alors, notre réalisateur Julien va tirer ça par AI là, parmi tous les commentaires. On avait une centaine de commentaires, 130, je crois. C'est fait. Le gagnant est un certain Zachary Boyer qui a été avec une prédiction de Colorado pour la Coupe. Alors, Zachary Boyer, tu te mérites une Upper Deck Clear Cut. Félicitations. Puis on termine, gracieuseté de notre commanditaire, La Carte Cachée, qui est située au 149 rue Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu. On les remercie pour ce super prix. Merci beaucoup, George. Merci, les gars. Vraiment Ça se passe, gentil. On t'écoute à BPM à tous les jours. Est-ce qu'il y a autre c'est cool. chose que tu aimerais plugger pour les gens? Un peu un autre projet qui tient à cœur? non, juste, s'ils m'écoutent de midi à 3, 91.9, c'est super. Puis, pour vrai, je fais tellement de projets que on peut être une autre heure de plus si je commence à dire tout ce que je fais. Hey, merci beaucoup. Merci beaucoup.